me rappelle plus, 2003-2004, il y a, pas très loin d'ici, le sommet de Thessalonique, et sans qu'on ait la demande des pays des Balkans, voilà le Conseil européen qui annonce tous les pays des Balkans ont la vocation européenne. Donc, et quand on dit tous, ça inclut aussi, bien sûr, la Bosnie, le jour où elle pourra, bien sûr, accomplir tous les facteurs qu'on connaît, notamment tout ce qui est état de droit. Encore une fois, on revient sur tout ça. Tolérance, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, c'est pas par des questions religieuses qu'on doit avoir des frontières, au contraire. Au contraire, ça devait être le cas qu'on pourrait démontrer que l'Union européenne est ouverte à d'autres cultures, à d'autres cultes, et que c'est ça aussi, enfin, je crois que c'est pour des raisons comme ça qu'on nous donne le prix Nobel. Donc, sinon, ça ne fait pas de sens. Sinon, tout ça, ça ne fait pas de sens. Un autre point que je crois que c'est très important, et je crois que c'est Elvire qui a soulevé, c'est aussi une intégration de toute la Méditerranée. Vous savez, nous avons changé à l'Union européenne très récemment notre politique de voisinage. Et moi, j'étais rapporteur justement pour le voisinage sud. Bien sûr, la Turquie n'est pas au sud, mais n'est pas au centre de nos attentions. Mais je vais vous donner un chiffre qui va peut-être aussi vous frapper. C'est que le commerce entre les pays non Union européenne autour de la Méditerranée est moins de 15% de leur commerce tout ensemble. Donc, ce sont toujours des lignes presque verticales, les différents commerces. Et donc, ça n'aide pas non plus à l'intégration de cette région. Là, maintenant, nous sommes en 2012, nous avons observé le 3 octobre, nous avons observé, malheureusement, il y a quelques mois déjà, il y a plus d'1 an, ou plus de 2 ans, le temps passe si vite, aussi la question de la flottille turque qui s'approchait d'Israël et de l'État des territoires palestiniens. Et nous avons donc, dès ce moment-ci, nous avons compris et nous suivons de plus près, je crois, le rôle de pouvoir régional qui représente la Turquie et qui est fortement apprécié dans tous nos chancelleries. Donc il fallait aussi que la Turquie puisse en tenir un avantage de ce nouveau rôle, qu'elle puisse aussi avoir la solidarité de ses partenaires et de ses amis lorsqu'il s'agit de la crise dans ces 900 km de frontières avec la Syrie. Nous déplorons bien sûr ce qui s'est passé le 3 octobre et depuis ça. Et donc là aussi, il faut que la Turquie puisse être sûre d'avoir notre solidarité. Il ne faut pas oublier non plus, on a beaucoup parlé d'énergie, on a beaucoup parlé du rôle géostratégique qui joue la Turquie. Et regardons, la Turquie est déjà membre de l'OTAN depuis très longtemps, où elle est partenaire de la Grèce. J'ai eu des rencontres politiques ici, je les ai témoignées entre des leaders turcs et des leaders grecs. Mais je dois aussi vous dire une chose, pour ne dire que des belles choses, disons. J'étais membre du gouvernement chez moi et j'ai témoigné par hasard, j'étais au Conseil européen lorsque, à Bruxelles, fin 2004 ou 2005, au début 2005, je crois que c'était décembre 2004, où le Premier ministre était présent pour l'annonce de l'ouverture des négociations avec la Turquie. Et on a dû interrompre 2-3 fois le Conseil européen pour que la présidence puisse faire des tractations dernière minute pour qu'on puisse faire effectivement cette annonce. Et je dois vous dire que j'ai été frappé, et je vais utiliser un langage diplomatique, et je vais dire juste que j'étais assez triste de voir la façon dont la Turquie, son représentant, le Premier ministre, président du parti de ma famille politique, s'est adressé au Conseil européen dans ce moment-là, un moment qui devait être de fête et qui devait être de démarrage
d'un effort commun et la façon donc, et tout, d'un moment à l'autre, tout s'est concentré sur la question chypriote. Et donc, on a démarré très mal ce jour-là. Et enfin, ça c'est déjà dans l'histoire. Il faut dépasser. Il y a des moments qui sont moins infortunés, qui sont un peu plus tristes, mais je crois qu'il faut profiter maintenant. Je crois aussi que l'Union européenne ne va pas louper cette belle crise qu'on a et qu'on va s'en sortir finalement plus fort. Et n'oublions pas non plus une autre chose, c'est qu'au moment des négociations, les nouveaux États membres qui ont adhéré récemment, les 10, on ne leur a pas donné de choix, qu'est-ce que vous voulez? On a dit justement, voici notre carnet, voici notre feuille de route, c'est ça que vous devez suivre. Donc, contrairement aux Britanniques, contrairement aux Danois, etc., qui ont pu faire des opting out sur certaines questions, aux nouveaux États membres, lors des négociations, à la Croatie aussi encore, on ne leur a pas dit, est-ce que dans le futur, tu veux ou tu ne veux pas être dans l'euro? On a dit, il faut que vous faites les efforts suffisants. Bien sûr, ça peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps, mais voilà, la ligne est celle-ci. Et je crois que ça aussi, ça profite à la Turquie que ça se passe comme ça. Sur ce qui est de, si tu me permets juste une dernière petite minute, parce qu'on a assez parlé de ce qui va être, enfin, ce qui devait être le futur de l'Union européenne. Je vous ai déjà dit que je suis un fédéraliste convaincu, qu'on ne va pas louper une belle crise, qu'on va approfondir l'Union européenne, qu'on va être de plus en plus un État, enfin la fédération des États européens, ce qui veut dire que moi, personnellement, je ne suis pas prêt à laisser que n'importe qui, enfin, ou à prouver que n'importe qui, nouveau adhérent, ne soit pas plein, convaincu qu'il veut adhérer à tout ce que nous voulons avoir, soit dans le financier, soit dans le social, soit, enfin, en tout. Et donc, je suis convaincu qu'on ne restera pas à 28, mais qu'on va s'élargir, mais qu'on va aussi perdre quelques-uns dans notre trajet commun. Des perspectives intéressantes. Je vois que malgré la proximité du PPE et de l'AKP, en fait, tu partages les opinions de M. Loulou sur les droits de l'homme. Et donc, de ce point de vue, vos avis sont convergents. Et sur cette question très importante, effectivement, pour l'adhésion de la Turquie, je voudrais reposer la question à M. Yilmaz, puisque vous êtes spécialiste, since you are a specialist in opinion survey. You told us what is the public opinion here about Europe, but you didn't tell us what is the opinion concerning human rights, in fact. What is the opinion of the Turkish people concerning the status of human rights in Turkey, concerning the status of press, of freedom of press? How is this opinion evolving with time? Is there a concern here? Is there a sensitivity here, or not at all, what we could fear? I have, unfortunately, no specific opinion data on this particular question, but I have data on how people perceive human rights in general. And perhaps that might give you and the audience some idea of understanding the human rights situation in Turkey. We have asked in another survey the people 2 times, the first one in 2006 and the last one this year in 2012. We have given them a number of rights, like 20 to 22 basic rights, and we gave them 2 choices: whether a particular right should be protected at all costs, or whether in certain circumstances the government can come and take it away from you for purposes of security, national morale, or something like that. Are you ready to take it or to give it under certain circumstances? It seems that from 2006 to 2012, there hasn't been a degeneration. In other words, public attitudes towards protecting human rights did not significantly decline, but there are some problems. The problem is that in 2006, 25% of the Turkish respondents
said to us that 25%, under certain circumstances, a person convicted for a serious crime can be tortured. Today, the percentage is again 25%. In other words, in that regard, for example, in this very important human right of being immune from torture, there hasn't been any marked improvement in the public opinion, and that is a very serious problem. In terms of gay rights, homosexual rights, the right of having a different sexual orientation, that also did not improve 1 inch. The number of people who were opposed to gay rights, the percentage of the people, is exactly the same today as it was in 2006. No improvement in the area of gay rights and the rights of people with other sexual orientations. And that is also true for people who don't believe in any religion. In other words, the declaredly atheistic people, those too is another ultra-other of the Turkish people. So there's homosexuals, atheists, and these are the ultra-others of the Turkish society. And there hasn't been any improvement in the public perception with regard to the rights of these two groups. Plus, torture and inhuman behavior towards people under certain circumstances is acceptable for a certain number of people, which is very high. 25% is a very high figure. So this means that in the span of the last 6 years, which is basically the end of the euphoria between EU-Turkey relations and the beginning of Ankara criteria replacing Copenhagen criteria, there hasn't been much of a change in the positive direction in terms of the public perceptions of human rights, though there hasn't been a negative change either. There is a certain stagnation, and in certain areas there is a certain pessimism, but certainly the detachment of Turkey from the European Union did not serve us well in this particular area. That we couldn't make the progress that we had to make in the, 6 years is a long time to change at least, one perception in one critical area, for example, torture. So in that sense, it's a major concern, yes, exactly. Coming back to the, I don't know if it works. Do you hear me? Yes. Maybe Elisabeth Guigou, je voudrais peut-être me retourner vers vous pour voir peut-être comment on peut rebondir sur les propositions de M. Voural concernant un nouveau management, une nouvelle architecture. Vous-même, vous avez, je crois, l'idée d'une Europe à plusieurs niveaux ou à plusieurs vitesses, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Comment voyez-vous le processus d'intégration de la Turquie, aussi en fonction de ce qu'a dit Madame Fabry? Quels sont les progrès qu'on pourrait faire assez rapidement? Dans quel secteur? Et puis, quelles sont les étapes qu'on pourrait ménager menant à une possible accession d'ici 2023? Comment voyez-vous les niveaux d'intégration de la Turquie par rapport à ce qui existe aujourd'hui ou par rapport à ce qui pourrait exister dans les années qui viennent? Il y a eu des progrès absolument indéniables. Vous avez eu raison de souligner ça depuis des années et des années. Alors, ce qui est vrai, c'est que le plus facile, c'est d'avoir des progrès sur le papier, c'est-à-dire de réviser les lois, de supprimer la peine de mort, de supprimer la torture dans le code pénal, etc., ou de le réprimer. Mais après, il faut que la société évolue. Et ça, évidemment, c'est toujours beaucoup plus long. Donc, l'action de la société civile est absolument fondamentale. Et moi, j'ai toujours été frappée de voir à quel point ici, la société civile était vivace. Si je pense, par exemple, à la question des femmes, les femmes turques, elles sont quand même très actives pour résister lorsqu'il y a des menaces de recul de leurs droits.
qui sont importants. Je n'oublie jamais en France de rappeler que les femmes turques ont eu le droit de vote bien avant les Françaises, hein, 10 ans, 9 ans avant exactement. Donc je crois que ça c'est quand même, on ne peut pas attendre une évolution non plus immédiate suivant les évolutions des textes. Il faut se souvenir qu'il y a une quinzaine d'années encore en Sicile, il y avait encore des crimes d'honneur. Malheureusement, il y en a aussi, notamment dans l'est de la Turquie, mais voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas trop non plus, mais il faut être très vigilant. Les journalistes, les femmes, parce que l'Union européenne, telle qu'en tout cas elle se définit depuis le traité de Maastricht, amélioré par Amsterdam et par le traité de Lisbonne, c'est un corps de valeurs avec un préambule, avec une charte des droits fondamentaux, des droits individuels, des droits collectifs, et ça, je pense que ça n'est pas divisible. Voilà. C'est-à-dire que je suis pour la différenciation, comme le dit Jacques Delors. Je pense que nous ne pouvons pas avoir une union à plus de 30 États membres sans opérer une différenciation. Mais je ne suis pas non plus pour une Union européenne dans laquelle chacun viendrait faire son marché, prendrait ce qui lui plaît, ici un bout d'agriculture, là un bout d'environnement. Non, ça ne peut pas être ça. Il y a, à mon avis, deux grands corpus. Il y a l'Union européenne avec l'acquis communautaire et tous ses traités, et ça, si on veut être membre de l'Union européenne, il faut l'accepter et il faut donc remplir les critères. À mon avis, c'est plus facile pour la Turquie, beaucoup plus de remplir les critères économiques que les autres, hein, que les critères politiques. Mais aussi, il y aura nécessairement, au sein de cette Union européenne, à une trentaine de membres, il y aura une zone économique et monétaire qui sera nécessairement plus intégrée, et sur le plan économique et monétaire et sur le plan politique, car ça va ensemble, et d'ailleurs on en prend le chemin, et c'est tant mieux, on aurait dû le faire déjà depuis 20 ans, on a perdu 20 ans, mais maintenant la nécessité est là. Donc voilà, c'est pas plusieurs vitesses, c'est un noyau autour de l'Union économique et monétaire, et nous n'excluons personne, il appartiendra à la Turquie de dire si oui ou non elle veut un jour, immédiatement, un jour rejoindre ce noyau dur, ou bien si elle préfère rester en dehors. J'espère, moi, que nous ne perdrons pas d'États membres de l'Union européenne en route. Voilà. Je souhaite, moi, que les Britanniques restent dans l'Union européenne, ce sera à eux de décider. Ils ont un débat ardu en ce moment, il y a des pressions, l'euroscepticisme monte beaucoup, mais je pense que le Royaume-Uni a beaucoup à apporter à l'Union européenne, ne fût-ce que si on pense, par exemple, à la coopération en matière militaire ou de sécurité. Et moi qui crois et qui espère qu'un jour l'Union européenne aura une véritable politique étrangère et de sécurité commune, d'ailleurs que les Américains nous demandent d'avoir, parce qu'ils se tournent d'ailleurs davantage vers l'Asie, parce qu'ils estiment à juste titre que nous devons prendre en charge une partie du fardeau et en particulier nous occuper de notre environnement. Je pense que les Britanniques sont tout à fait, nous avons des coopérations très positives avec eux. Donc vraiment, je ne préconiserai pas, en tout cas, d'imaginer que l'on puisse à nouveau resserrer. Mais pour que l'élargissement qui est souhaitable, après il faudra poser des bornes, et je terminerai là-dessus, ne se traduise pas par un affaiblissement. Il faut effectivement qu'il y ait une intégration plus forte de type fédéral autour d'un noyau dur qui nécessairement est autour de la zone euro. Alors l'élargissement jusqu'où? Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question quand même. Ce matin, là, dans une émission de radio où nous étions, je disais que j'avais un jour posé la question à M. Gould quand il était encore ministre des Affaires étrangères, il y a quelques années. J'avais dit, est-ce que vous accepterez, quand vous serez membre, d'être la frontière extérieure de l'Union européenne? Il m'a dit non, parce qu'il faut le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan résoudre les problèmes. Je peux comprendre ça, mais il y aura un moment où il faudra quand même que ça s'arrête. On ne peut pas imaginer, par exemple, que la Russie, qui est un acteur global, un jour rentre dans l'Union européenne, quoi que M. Berlusconi ait dit sur le sujet. Donc, voilà. Alors, il y aura la question de l'Ukraine et de la Géorgie à débattre, mais à un moment donné, il faudra imaginer quand même, à partir de l'adhésion de la Turquie, d'avoir une politique de voisinage différente avec des pays dont nous pensons qu'ils n'ont pas naturellement vocation à entrer dans l'Union européenne. Et c'est là qu'on retrouve l'enjeu euro-méditerranéen,
et euro-africain, parce que je crois que, et là la Turquie peut être un élément à la fois de stabilité, d'innovation, de porteur de ce projet, en plus de son adhésion, je dis bien pas à la place, comme ça avait été imaginé par M. Sarkozy à un moment, et je pense que là, il y a, la Turquie peut être un vecteur supplémentaire d'une politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. D'ailleurs, elle a démontré au moment de la guerre d'Irak qu'elle pouvait être très autonome vis-à-vis des diktats des États-Unis lorsqu'il s'agissait de permettre aux troupes américaines, n'est-ce pas, de traverser son territoire. Donc, je crois que, voilà. Donc, moi, je verrais assez... mais la politique de voisinage est nécessairement destinée à reprendre de l'importance. Et on ne peut pas traiter de la même façon nos voisins d'Europe centrale orientale, nos voisins du Caucase et les voisins du sud, de l'est de la Méditerranée, encore moins de l'Afrique. Et je pense qu'avec notre sud, nous pouvons avoir, vers notre extrême sud qui est l'Afrique, ensemble, être un pôle de stabilité évidemment extrêmement important. Merci David Guigou. Donc effectivement, le sud de la Méditerranée, the Turkish is already very active in the south, I would say, as it has been demonstrated by Elisabeth Guigou. But what about the north of the Mediterranean Sea? I mean, we are not speaking about diplomacy here, but about investment. Why don't the Turkish industry companies invest more, maybe in Greece, in Spain, in Portugal, since you are a member of the executive committee of TUSIAD representing the Turkish industry? Can you comment on this, and maybe are there some perspective for Turkey to invest more, in fact, in the south of Europe? First of all, in Turkey we need investment. That's one reason. We want to draw more direct foreign investment instead of hot money. Secondly, there was an effort, there was a process for Turkish companies investing, for instance, in Italy, in Spain, and so forth. But the economic crisis, of course, has somewhat delayed this process. Otherwise, there was an understanding and effort for Turkish companies to invest overseas. In fact, many Turkish companies nowadays are investing in Africa, in Middle East, and so forth, and in Europe as well, in Germany as well. There are Turkish companies that invest in Germany. But I'm thinking about Greece. The Greek government is just trying to disinvest, to sell, to privatize, and they are unable to privatize as much as they want. Greece is a very particular case because we will. I think there is. I will tell you a story. My company, the company I work with, was interested in a privatization in Greece. We were told not to come alone. Otherwise, the Greek public opinion will not accept a Turkish company there alone. So we were still trying to find partners. French partners. French partners, if possible, and it's an important, sizable privatization. But in Greece, for Greece, I think we have to develop a new regional policy, especially regarding the islands, because these islands cannot be. It's not easy for Greece to maintain, providing food, water, and so forth. So there must be common projects between Turkey and Greece, especially for the islands and the islanders, which create an important burden on Greece. Similarly, of course, there are not much industry in Greece. That's why we cannot, only in tourism maybe, but there we are a competitor, but also we cooperate. I mean, Turkish companies and Greek companies cooperate these days on tourism and so forth. But there isn't much of an investment opportunity in terms of industry there. And secondly, being a Turk is still a problem in Greece, as far as we can see, despite this friendly relations. Thank you.
So it's now 20 to 4. I don't know how much time we have. Maybe the organizers would tell me when we have to stop. But before they ask us to stop, maybe there are some questions in the room. So I see some hands raising. Denis Verret, Mr. Pierini, Mr. Okay, so Denis, you were the first. So Oui. please ask your question. Non, lorsque j'ai entendu Elisabeth Guigou indiquer l'importance de l'Europe de la défense et l'importance de la Grande-Bretagne dans l'Europe de la défense, je me suis dit que dans l'architecture à envisager qui serait bien venue d'accueillir la Turquie, il y a l'Europe de la défense. La Turquie serait un partenaire essentiel dans un cercle qui ne serait pas concentrique avec l'union monétaire, ce seraient des cercles importants et différents qui se croiseraient, mais la Turquie serait là un joueur majeur d'une éventuelle Europe de la défense. Should Turkey be part of the Europe of defense? Of course, Turkey is already a part of the defense of Europe and of the Euro-Atlantic community through its membership in NATO. And Turkey is very strongly in favor of developing a stronger, more functional link between the EU defense and security policy and NATO. And there, of course, the catch is unfortunately Cyprus. And from our point of view, the European Union should not sacrifice that greater sense of security that would come from a more effective relationship between the EU and NATO because of Cyprus. I think this is an issue that should be overcome by some effort on both sides of the fence. Because security issues nowadays is not less important than it was 10 years, 20 years ago. We face a wider range of risks and threats, and I think Turkey has a vital contribution to make in that sense, if the structure is shaped accordingly. Monsieur là-bas avait une question. Oui. Okay. Can you introduce yourself, maybe? Yes, my name is Özgür Ünlü Hisarcıklı. I'm the director of the German Marshall Fund in Turkey. Okay. During these last 2 days, we have heard one argument several times that the European Union is not ready to handle Turkey's accession process because of at least 2 crises it's going through. This sounds logical and very natural. On the other hand, there are other facts. First of all, internal in Turkey and then external to Turkey. The internal fact is that the Turkish society will not wait for the European Union to overcome its financial and governance crises. As we speak here, as Turks and French people, there are several meetings all over Turkey now at the same time going on between Turks and Middle Easterners. There are several meetings about not Turkey's EU accession process, but how Turkey could become more effective in the Middle East. There is a new elite replacing the old elite, and I'm using the word elite in both cases, quote unquote, that feel more Middle Eastern than European, that feel more at home in Cairo than in Paris, for understandable reasons. The governing party just had their party congress, and there the Prime Minister and the President